Salut à tous, bienvenue dans cet atelier, cette masterclass sur la productivité. Donc ce petit cours qu'on fait ensemble, c'est un cours introductif à ma masterclass productivité. Vous avez un lien en description, je le partagerai au cours du live pour ceux qui sont en direct. L'idée c'est de faire à la fois une présentation de ce qu'est cette formation, ce qu'est cette masterclass, et en même temps un module introductif pour ceux qui sont déjà dedans pour voir un petit peu tout ce qui est disponible, ce qui vous attend, ce que vous allez apprendre, comment aussi utiliser ça, ce que ça va vous apporter. Voilà. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont en direct, à poser des questions au fur et à mesure. Et puis à la fin, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions, comme à chaque fois. Donc pas de souci si je vois pas passer une question, ou si je réponds pas tout de suite, je répondrai à la fin, il n'y aura aucun problème. Je me présente rapidement pour ceux pour qui c'est la première fois euh, vous tombez sur une de mes vidéos ou sur un de mes lives. Donc moi je m'appelle Fred, je suis photographe, photojournaliste depuis maintenant une douzaine d'années. Ça commence à faire. J'ai un parcours universitaire assez classique de licence puis de master en journalisme à Sciences Po. Donc avec un volet un peu culture G, un peu plus marqué que dans une école de journalisme, on va dire, traditionnelle. À la suite de ça, j'ai monté plusieurs entreprises, notamment un collectif, une agence de photographes qui s'appelle le collectif DR. Et récemment, ça fait 3 ans et demi maintenant, un média qui s'appelle Défense Zen, qui est un magazine papier qui se trouve en kiosque, qu'on trouve en kiosque, et média aussi numérique. À côté de ça, j'ai écrit quelques bouquins, dont Les secrets du photoreportage qui a été publié aux éditions Erol. Vous pouvez retrouver dans les Fnac, etc. Donc voilà, pour la petite présentation, je suis assez passionné par ce que je fais. Ça se voit en général dans mes contenus. J'ai fait plusieurs podcasts aussi. J'ai 2 podcasts qui cumulent à eux deux un truc comme 300 ou 400 épisodes. Et j'écris des articles aussi, je fais pas mal de trucs. Et ce qui m'amène au sujet de ce soir, qui est la productivité. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on se lance dans le journalisme, la photo, etc., le truc le plus dur, c'est pas tant de faire de bonnes photos, c'est pas tant d'écrire de bons articles, c'est même pas tant de trouver des clients, c'est surtout être capable de s'organiser et de pas péter un câble, de pas partir en dépression ou en burn-out, le truc à la mode. Pour éviter ça, il faut apprendre la productivité, il faut apprendre à être organisé, il faut apprendre à bien gérer son temps. Donc je vais vous partager quelques astuces que j'utilise. Et déjà avant de commencer, il y a 3 raisons pour lesquelles vous êtes ici à m'écouter aujourd'hui. C'est que soit vous voulez être plus efficace, peut-être que vous voulez être aussi mieux organisé, et in fine, vous voulez peut-être gagner plus de temps pour accomplir plus de choses, pour passer plus de temps avec vos proches. Dites-moi si c'est le cas dans le chat. Ça m'intéresse de savoir ce qui vous pousse le plus à vous former là-dedans et qui vous drive. Parce que voilà, ça m'aidera à mieux vous comprendre aussi, à mieux cerner vos envies, vos projets. Et d'ailleurs, première question pour vous aussi, qu'est-ce que vous feriez de tout le temps libre que vous pourriez avoir? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous feriez, là en quelques mots, ou en un seul mot même, si vous voulez, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez du temps libre, plus de temps libre? Voyager, nous dit Xanlive, des photos, continuer à écrire, gagner du temps pour passer plus de temps avec avec vos proches, yes, être mieux organisé, faire des voyages. Les voyages, c'est cool, hein. C'est vrai que c'est le truc qui prend le plus de temps. Après, les voyages, ce qui est génial, c'est que quand on fait notre métier de journaliste, de photographe, le voyage devient un boulot, en fait, quelque part. Donc, du coup, ça devient plus du boulot. Du temps pour faire des projets perso. On est Céline, yes. Chris nous dit, c'est ce qui me fait défaut en efficacité, l'organisation, la mise en place de routines. Yes. Ok, cool. Alors, le problème, avant de commencer, il faut identifier un peu le souci qu'on a et ce qu'on va apprendre à dépasser, c'est que concrètement, on nous apprend pas dans notre parcours d'enfant puis de jeunes adultes à être organisé. On n'apprend pas à gagner du temps. Parce qu'en général, on n'apprend pas à être très autonome. Et globalement, c'est pas vraiment notre faute parce qu'en fait, on nous forme à être de gentils salariés, globalement.
la plupart des écoles forment des jeunes, pas à l'entrepreneuriat, mais à trouver sa place dans la société, à trouver un poste dans un boulot qui va nous plaire, qui sera bien payé, on espère, et qui nous laissera un peu de temps pour pouvoir faire des loisirs, voyager, etc. Et globalement, à l'école, on n'apprend pas vraiment à être malin pour gagner du temps, pour trouver des raccourcis, pour faire ce genre de choses. Au contraire, il y a plus cette logique de nous apprendre à travailler pour ensuite travailler, en quelque sorte. Donc, ça, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, ça, c'est pas l'école qui est responsable, c'est le cerveau humain qui fait qu'on a horreur du vide. On n'arrive pas à s'ennuyer. D'ailleurs, s'ennuyer, c'est un peu mal perçu dans la société. Euh, je pense qu'on a tous connu ça, hein. C'est peut-être arrivé à un moment donné, pendant le week-end, par exemple, où vous n'avez pas grand-chose à faire, vous avez terminé ce que vous deviez faire, et concrètement, vous cherchez un truc à faire. Parce qu'en gros, notre cerveau a horreur du vide. C'est le problème des to-do list qu'on fait qui ne cesse de se remplir encore et encore. Une fois qu'on a coché un truc, ben, il y a un deuxième truc qui arrive, on le coche, il y a un troisième truc qui arrive, etc., etc. C'est presque une maladie, les to-do list interminables. Je pense que ici, certains font des to-do list et vous le savez déjà. C'est toujours compliqué parce qu'on a l'impression d'avancer, mais en fait, on n'avance pas vraiment. Il y a pas mal de méthodes, il y a pas mal de techniques qui existent pour gagner du temps, pour être productif, mais il n'y a pas de méthode magique. D'accord? Il n'y a pas de... Même les choses que je partage avec vous là dans les prochaines minutes, ça va peut-être marcher pour 5% d'entre vous. Et encore pas tout. Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre ce qui fonctionne avec moi. Et continuellement, je continue d'apprendre. Il y a des choses que, à un moment donné, ça marche plus, je sais pas trop pourquoi. Ben, j'arrête. Et je teste une nouvelle méthode. Je vais me former chez quelqu'un d'autre pour apprendre un nouveau truc. Donc, ça correspond pas à tout le monde. Parlons un peu des fondamentaux de la productivité, selon moi en tout cas, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pour les gens que j'accompagnais, que ce soit dans mon collectif ou à côté lors de formations présentielles ou en ligne. Le premier truc, c'est que moi personnellement, il y a un truc qui marche bien, c'est commencer tous les matins par une douche froide et plus froid possible. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, je vous raconte un peu ma vie. Chez moi, il y a 2 salles de bain parce que je suis sur un bâtiment avec 2 niveaux, avec des bureaux en bas. Et en fait, j'ai pris l'habitude, alors je fais ça que en semaine. Je fais ça que en semaine. En semaine, je prends une douche froide. Euh, quand je me réveille le matin, en semaine, dans mon appart, dans la partie appart. C'est en plus le plombier a pas fait les choses très très bien. Et du coup, c'est un peu galère de gérer l'eau chaude. Donc moi, ça m'arrange, je mets tout en eau froide et il n'y a pas de problème. Et le week-end, je me tolère je me fais des douches chaudes le matin, le week-end. Et on va le voir, c'est un peu une forme de gestion de dopamine. Ça permet euh, de pas être tout le temps dans la douleur, de tout le temps être dans le mal. Ça permet de se donner s'accorder des récompenses pour que notre cerveau soit habitué à quelque chose de compliqué, mais quelque chose qui vaut la peine. Donc, la semaine, douche froide. Et pourquoi la douche froide est intéressante? Oups. Pourquoi la douche froide est intéressante? Il y a 2 raisons à la douche froide. La première, c'est ça a été prouvé par plein d'études, par plein de trucs, que le froid sur le corps humain, ça fait du bien au corps humain. C'est-à-dire que ça repousse pas mal ça empêche certaines maladies, notamment des maladies sédentaires qu'on peut développer parce qu'on est une espèce sédentaire. Donc, on va développer des trucs liés, je sais pas, par exemple des problèmes de courbature, des problèmes de lumbago, de problèmes liés à la consommation de sucre, de diabète, ce genre de choses. Et notamment quand on a de la fièvre, en fait, avoir de l'eau froide sur le corps, ça fait du bien. Donc ça permet de stimuler notre système immunitaire et du coup de moins tomber malade. Donc ça, déjà, ça a été prouvé. Il y a un excellent livre qui s'appelle Ce qui nous tue pas. Non, je crois que c'est juste Ce qui nous tue pas, d'ailleurs. Ouais, ça, c'est tout ce qui... Ce livre-là, Tout ce qui nous tue pas de Scott Carney, qui est un journaliste qui bosse qui bossait pour Vice, je crois, à la base.
Non, il y a eu un documentaire sur... Non, il bosse pour New York Times. Et en fait, son bouquin est best-seller New York Times. Il raconte l'histoire de Wim Hof. Vous savez, c'est le mec, là, le taré qui se fait appeler Iceman, qui fait des stages de sophrologie et de gestion du froid. Où le mec, il part faire le Kilimandjaro en short, en plein hiver. Et en fait, dans ce bouquin, le journaliste va faire des interviews de plusieurs scientifiques. C'est pour ça que je vous dis que c'est backé par des études scientifiques. Euh, et ils vont même jusqu'à expliquer que le froid permet de changer notre type de graisse. C'est-à-dire que on a tous une graisse qu'on appelle une graisse blanche dans le corps humain. Et il se trouve que à l'époque de nos ancêtres, les Homo sapiens sapiens, les hommes préhistoriques, bon, déjà, on avait tous des gros poils, etc. Mais surtout, la graisse n'était pas la même. C'était ce qu'on appelait de la graisse brune. La graisse brune, elle est beaucoup plus chaude, elle arrive plus facilement à gérer le froid. C'est pour ça qu'à l'époque, il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait pas de vêtements. Et en fait, quand on se soumet au froid très régulièrement, on a tendance à développer cette graisse brune, en fait. Et c'est ce qui explique dans le bouquin. Donc bref, ça, c'est le côté scientifique et le côté corps humain. Et moi, ce qui m'intéresse le plus dans le concept de la douche froide, c'est pas ça, c'est le côté psychologique, le côté mental. En fait, commencer sa douche froide, commencer sa journée par une douche froide, c'est commencer sa journée dans l'inconfort et dans le putain, j'ai pas envie. Si je vous dis là, tout de suite, vous allez prendre une douche froide, vous allez me dire non, t'es sympa, mais non, dégage. Mais en fait, quand vous dites, euh, en gros, si vous êtes capable de dire va chier à votre cerveau, quand votre cerveau il dit non, c'est pas une bonne idée, prends plutôt une douche chaude ou voilà, arrête de te faire souffrir. Vous êtes capable de dire stop, je fais ce que je veux, pour être vulgaire, vous dites va chier. En fait, vous commencez votre journée dans un état d'esprit qui est vraiment, vraiment spécial. Au-delà de vous réveiller plus facilement, au-delà d'être plus en forme physiquement, vous allez voir que vous allez être capable de gérer plus facilement les complexités de la journée. Et quand on est entrepreneur, quand on est journaliste, quand on est photographe, tout ce qui va se passer dans la journée, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de trucs chiants à gérer. De gens chiants, de problèmes chiants, enfin, plein de trucs pénibles. Donc, commencer par vraiment un truc chiant et compliqué à gérer, ça va vous permettre de mieux appréhender votre journée. Ça, franchement, juste faites-le, enfin, vous testez-le, vous verrez. Vous me direz que ça va vous changer, c'est évident, parce que tous les gens qui le font, ça change leur vie. Euh, L'autre fonctionnalité de la douche froide, c'est sa capacité à gérer la dopamine. Dans notre système, dans notre cerveau, on a un truc qui s'appelle le système dopaminergique. C'est ce qui crée une hormone qui nous permet de ressentir du plaisir, du bonheur. Et la dopamine, donc cette hormone-là, elle intervient quand on est récompensé par quelque chose. Ça, c'est pareil, c'est backé avec la science. Donc notamment le docteur Andrew Huberman, qui est assez connu aux États-Unis pour avoir écrit plein de trucs sur la dopamine, qui a bien poncé le sujet de la dopamine et qui l'a même bien expliqué avec ce schéma qui est plutôt pas mal, qui permet en fait de comprendre comment fonctionne la dopamine, comment fonctionne notre système de récompense et qui fait que ça a un impact direct sur notre productivité, notre discipline. D'accord? J'en reviens au principe de cet atelier, cette masterclass, c'est la question de la productivité et donc comment on fait pour être productif. La première solution pour être productif, c'est éviter de rien foutre. Éviter de procrastiner, éviter d'être malheureux, d'être triste, d'être tout ce que vous voulez. Ce qui fait qu'on n'avance pas. Et donc, si vous voulez réussir à pas tomber dans ces pièges-là, un peu comme le bonhomme du bas là, qui enchaîne entre la malbouffe, le porno, la télé, etc. Et le mec d'en haut qui comprend un petit peu mieux et qui arrive à mieux gérer son système dopaminergique, c'est qu'en gros, il faut comprendre la logique de douleur et de plaisir. Et vous voyez les vagues, en fait, à chaque fois que vous allez chercher dans le creux de la douleur, ça va avoir pour résultante d'avoir un pic de plaisir. Et à chaque fois, c'est pareil. C'est comme, vous avez tous fait l'expérience, je pense, d'aller courir pendant peut-être une demi-heure, une heure, de pas aimer ça au début, et quand vous avez terminé, bah, vous vous sentez bien.
Tout le monde a connu ça déjà? Tout le monde est allé courir pendant au moins une demi-heure, une heure. On a un peu chié pendant une demi-heure, une heure, et à la fin, c'est bien senti le reste de la journée? Dites-moi dans le chat. Je vérifie que vous ne soyez pas endormi au fur et à mesure. Yes, Jordan qui me dit je fais du sport. Parfait. Voilà, tu vois, si t'en fais tous les jours, c'est que t'as réussi à créer cette discipline. Et tu vois, c'est ça qui est vachement bien. C'est pour ça que l'eau froide, le bain froid, la douche froide, c'est pareil. C'est un truc qui va augmenter la douleur et qui va faire remonter le pic de plaisir. Et ce qui est expliqué dans ce schéma, c'est que en bas, quand on fait pas ces efforts d'aller dans la douleur et on va appuyer artificiellement en fait en quelque sorte sur le bouton dopamine. Imaginez dopamine, c'est un peu comme un interrupteur et vous avez la possibilité d'appuyer dessus quand vous voulez. En allumant Netflix, en mangeant une glace, en faisant une activité qui vous fait plaisir. En gros, à chaque fois que vous appuyez, ça fait monter le plaisir. Ça fait monter le plaisir. Sauf que, il se passe un truc au bout d'un moment, c'est que le niveau normal de dopamine, et ben en fait, il va de plus en plus baisser. Il va de plus en plus baisser et il va falloir à chaque fois aller chercher des shots de dopamine de plus en plus haut pour vraiment être heureux et revenir sur un moment normal en fait. Alors que, quand vous avez compris, comme le bonhomme d'en haut, que ça marche par cycle, ça devient régulier. Il n'y a pas de grosse descente. Ça, c'est un peu ce qui se passe pour les gens qui sont drogués. Les gens qui consomment de la drogue, type cocaïne, ou même la clope au final, hein, l'alcool ou la clope, quand vous le voyez, quand vous arrêtez de fumer pendant 3-4 jours, vous vous sentez pas bien. En fait, c'est la douleur comme ça descend. Enfin, votre tolérance à la douleur descend de plus en plus. Et par contre, votre tolérance au plaisir fait que c'est de plus en plus dur d'avoir du plaisir parce que vous fumez machinalement, vous ne prenez même plus de plaisir à fumer votre clope. Pour les gens qui sont drogués, que ce soit le sucre, la clope, la drogue, etc., on prend de la drogue juste pour venir à son niveau normal, en fait. Mais en fait, pour répondre à ta question, le mec en haut, il a du plaisir. C'est juste que c'est du plaisir qui est beaucoup plus régulé, tu vois. C'est comme si tu méritais en quelque sorte ton plaisir parce que à chaque fois qu'il y a du plaisir, il y a forcément de la douleur. C'est clair le schéma, c'est clair l'explication. C'est pas simple à comprendre le concept de dopamine. Je vous conseille de creuser un peu ça si ça vous intéresse. Euh, mais c'est vachement intéressant en fait quand on comprend le concept. Après, vous le voyez, quand vous faites du sport, quand vous avez un niveau de vie un peu sain, c'est-à-dire vous couchez pas trop tard, vous vous levez un peu tôt, vous bossez, vous avancez dans vos projets. Sur le long terme, vous vous sentez mieux. En plus, vous n'avez pas ce sentiment de culpabilité, cette frustration, et donc vous êtes plus heureux. Alors que quand vous tombez dans le plaisir immédiat, le truc facile, la glace, le Netflix, la pizza, en fait, vous avez un pic de plaisir tout de suite, mais en fait, au final, c'est pas super intéressant. Autre fondamentaux, c'est le concept, c'est un autre concept dont je parle beaucoup dans la masterclass complète, je vous mettrai un lien après pour ceux qui veulent la rejoindre, c'est le concept de deep work, de travail profond. Le deep work, c'est un concept qui a été popularisé voire même en fait créé quelque part, parce que personne n'en parlait avant, mais par un mec qui s'appelle Cole Newport, qui a écrit ce bouquin, qui s'appelle Deep Work, que je vous conseille, euh, et en fait qui est très simple à résumer. Ça consiste juste en dire que quand vous allez vous mettre sur une tâche, quand vous allez travailler sur quelque chose, que ce soit une préparation de reportage, les statuts de votre société, une rédaction d'articles, de l'editing, n'importe quoi, vous allez faire que cette tâche et vous allez couper toutes les sources de distraction possibles et inimaginables autour de vous. Vous allez couper votre téléphone, vous allez vous mettre en mode avion, vous allez vous enfermer quelque part où personne ne vient vous emmerder. Et pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ça sert pas à grand chose de faire plus parce qu'après on perd la concentration, mais pendant au moins une heure, vous allez faire que ça. Et au bout d'une heure, quand vous avez terminé cette heure, que vous ayez fini ou pas la tâche que vous faites, là vous faites une pause. Vous faites 5 minutes de pause. Vous allez checker vos mails, vous faites un tour dehors, voilà, vous appelez quelqu'un s'il y a quelqu'un appelé, faites votre vie. Et après, au bout de 5 minutes, vous revenez dans une session de deep work. Et quand vous structurez votre journée avec des sessions de deep work, je peux vous garantir, ça change tout.
vous allez être beaucoup plus productif. Ça semble évident de dire ça, mais en fait, ça l'est pas. Quand vous regardez comment vous travaillez aujourd'hui, il y a de fortes chances que le matin, vous vous réveillez. Une fois que vous vous lancez dans votre boulot, vous ouvrez votre ordi, vous mettez dessus, et peut-être que dans 10 minutes, quelqu'un va vous appeler, vous allez décrocher. Vous allez recevoir un mail, une notification d'Instagram ou de Facebook, et vous allez regarder votre téléphone. Vous allez répondre, puis quand vous allez revenir sur votre boulot, il va falloir vous reconcentrer. Et globalement, ça c'est mesuré, on a déjà mesuré, des gens l'ont mesuré. Il faut en moyenne entre 10 et 20 minutes pour revenir à la tâche au niveau de focus dans lequel vous étiez avant. Donc en fait, même si vous avez une petite interruption de 20 secondes, une petite notification qui vous fait regarder votre téléphone et ouvrir Instagram, même si vous restez que une, une minute dessus, quand vous revenez, vous perdez 10-20 minutes. Donc il vaut mieux tout couper pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et ne faire que ça. Et de travailler du coup par bloc de temps. Par bloc de temps, moi j'appelle ça des sessions de deep work. Donc c'est dans mon agenda, tous les jours, je sais que je dois faire 3-4 actions, 3-4 sessions de deep work. Donc 3-4 heures où je fais que ça. Et je peux vous garantir que ces 3-4 heures, c'est comme si je bossais 12-15 heures. Autre truc que je vous apprends en détail dans la masterclass, et vous verrez, j'ai aussi préparé pour vous ça. C'est un support de cours en papier que vous allez recevoir par la poste avec un reporting, avec votre journal à renseigner. Et au début, les premiers, hop, tac, notamment un cours sur définir ses objectifs. Euh, c'est le truc le plus important. Apprendre à choisir les bons objectifs et apprendre à les monitorer, c'est-à-dire les suivre correctement. Euh, Autre truc dont on parle dans la masterclass, il y a un cours entier sur ça, c'est la philosophie stoïcienne. Est-ce que ça vous parle, le stoïcisme? Est-ce que ça vous parle? D'ailleurs, est-ce que vous avez écouté cet épisode du podcast qui est sorti il y a quelques jours, où je fais la revue justement de ce bouquin qui s'appelle Ego is the Enemy, l'ego est l'ennemi de Ryan Holiday, qui est un excellent auteur qui parle beaucoup de stoïcisme, qui l'a remis un peu au goût du jour. Ça vous parle ça? Vous connaissez? Jordan qui dit, si vous n'êtes pas habitué au deep work, commencez déjà par des sessions de 15 minutes au début, puis tout à petit augmentez le temps. Exactement, c'est un bon conseil. C'est un peu comme quand on va faire du sport, hein. Au début, c'est bien de courir juste 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure. Ouais, vous connaissez du coup? Ça vous parle? Le stoïcisme? Louis qui dit pas du tout. Ah, le stoïcisme, c'est une philosophie qui date de l'Antiquité. Les principaux architectes, on va dire, le premier penseur du stoïcisme, euh, ça a été, enfin les plus connus, ça a été Épictète, qui était un esclave grec, et un autre personnage romain pour le coup, et qui n'a pas été du tout esclave puisqu'il était empereur romain, qui est Marc Aurèle. Marc Aurèle, empereur romain, qu'on voit dans le film Gladiateur, pour ceux qui connaissent. C'est le vieux qui meurt au début, là, qui était un empereur romain assez exceptionnel parce que euh, c'était vraiment un philosophe qui pensait à comment faire pour devenir un meilleur homme, un meilleur humain. Et, euh, et il a eu les mêmes. En fait, il s'est retrouvé dans l'écriture de ce qu'on appelait le manuel d'Épictète. Et en fait, ça a fondé du coup la religion, enfin religion, c'est pas vraiment une religion, mais plutôt une philosophie, la philosophie stoïcienne, qui consiste en fait à, à accepter que ben, on va traverser des obstacles, que la vie c'est pas juste, que c'est normal de souffrir, et en même temps, dans chaque souffrance, dans chaque obstacle, on va trouver de quoi devenir plus fort, de quoi devenir antifragile, c'est-à-dire être capable de devenir encore plus résistant, encore plus efficace, et être moins malheureux, justement en ayant une vision beaucoup plus saine du bonheur et de ce que c'est d'être heureux, en fait. Et donc, je vous invite à écouter le podcast où j'en parle, c'est assez chouette. La vision qu'a Ryan Holiday du stoïcisme et notamment de l'ego pour les photographes. Euh, et ça fait partie des fondamentaux de la productivité parce que les stoïques
ou plutôt les stoïciens, euh, ont cette capacité à être disciplinés, à faire les choses et à aller au bout de ce qu'ils font. Dans les autres fondamentaux, les autres choses qui m'aident pas mal et qui peuvent vous aider aussi, il y a tous les concepts de délégation. D'être capable de savoir quand est-ce que c'est mieux que ça soit pas vous qui fassiez les choses. Surtout dans l'entrepreneuriat, vous pouvez pas faire tout seul. Faut être capable de déléguer. Et même pour un photographe, je sais qu'il y a pas mal de photographes qui écoutent. À un moment donné, il faut être capable de dire, bah là, je vais embaucher quelqu'un pour faire le post-traitement des images, pour faire les IPTC ou pour gérer, ne serait-ce que quelques trucs dans ma vie comme la comptabilité. Ça sert à rien euh, de euh, de faire votre compta vous-même, de faire vos déclarations de TVA vous-même, si vous avez les moyens de vous payer un comptable et que surtout vous êtes capable d'utiliser ce temps-là pour faire autre chose qui a plus de valeur dans votre entreprise. Si euh, quand vous faites un peu le ratio de ce que vous gagnez dans l'année et le temps que vous passez à bosser, vous êtes capable de dire, bah voilà, moi je suis capable de générer 100, 150, voire 200 euros de l'heure, parce qu'à la fin de l'année, j'ai rentré tant et je travaille à peu près tant, donc ça fait à peu près 200 euros de création à chaque fois que je travaille, indirectement, enfin, vous comprenez le truc, hein, c'est sur la longueur, en moyenne, et ben ça vaut peut-être pas le coup que je passe du temps à faire une activité que d'autres gens feraient pour moins cher et qui feraient mieux en plus. Donc la première délégation à faire quand on est entrepreneur, c'est la comptabilité. D'autant plus que sur le long terme, ça vous fera gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que ça vous évitera d'en perdre, bêtement, en déclarant mal les choses, en prenant potentiellement des amendes, voire en finissant en prison si vous faites de la merde. Ça peut arriver sans même faire exprès. Je sais pas, par exemple, un truc tout bête, mais euh, quand vous payez mal, vous faites pas bien les choses, vous déclarez mal les choses, vous allez payer des amendes. Euh, Si vous faites par exemple j'ai plus le nom en tête, euh, de l'abus de biens publics. Donc en gros, vous utilisez de l'argent de votre boîte de la mauvaise façon. Vous sortez l'argent de la boîte sans vous verser de salaire, sans verser de dividendes, sans payer de charges dessus. C'est de l'abus de biens publics. Donc c'est pas bon. J'ai plus le terme en tête. Ouais, c'est ça, hein. Vous me confirmez pour ceux qui sont en chat. Je crois que c'est ça, hein. Abus de bien social, pardon. Abus de bien social, ouais, c'est ça. Pas public. Abus de bien social. Donc ça, typiquement, c'est puni par la loi et ça, normalement, un comptable vous empêche de le faire s'il est bon. Et logiquement, il le voit et donc voilà, c'est typiquement le truc à faire. Ensuite, vous allez progressivement déléguer d'autres choses. Ça peut être par exemple le fait de prendre un coach pour vos activités sportives. Ça vous évite de faire vos recherches vous-même et vous coacher vous-même. Euh, Pareil pour la formation. Plutôt que d'essayer d'apprendre par vous-même plein de choses, ben, vous allez vous former auprès de gens qui savent. Vous allez acheter des formations, suivre des coachings, suivre des formations en ligne ou en présentiel. Ça aussi, c'est une forme de délégation. Donc, première étape, la délégation. Deuxième étape, comprendre que cette délégation, on peut la faire aussi via de l'IA et pas que des humains. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser ChatGPT pour faire de la traduction, pour faire de la transcription, pour faire du brainstorming, pour faire de la rédaction, pour générer des prompts d'images, si vous faites du graphisme, ou de la photo par IA. Voilà, l'IA, surtout quand c'est couplé avec de l'automatisation, vous permet de gagner énormément de temps. Et c'est une forme de délégation. Moi, par exemple, tous mes réseaux sociaux sont délégués à l'IA. En fait, ont été créés, tous les posts ont été créés via de l'IA et de l'automatisation. Donc, c'est une forme de délégation. Avant, une partie, certains, je continue de le faire, je les sous-traite à quelqu'un qui est payé pour ça, un community manager, pour faire ça, mais sinon, quand je peux le faire par de l'IA, ben, je le fais par de l'IA, en fait. C'est beaucoup moins cher. Et parfois plus efficace, d'ailleurs. Autre technique que vous apprendre à un masterclass, c'est la technique des 90 jours. Donc, je vais pas tout expliquer en longueur parce que ça prendrait de plomb et surtout, je crois que ça prend 1 heure ou 2 de vous expliquer ça dans la masterclass, comment je l'utilise et notamment comment on peut l'utiliser avec le support de cours qui va bien, dans lequel vous allez pouvoir rédiger et écrire votre plan de 90 jours en version papier ou en version numérique, en fonction de comment vous utilisez comment vous prenez des notes, ce genre de choses.
Et la technique de 90 jours, très concrètement, très globalement, pour résumer, vous allez vous fixer des objectifs à 90 jours qui vont être reliés à une vision un peu plus long terme, à une année, 5 années, 10 années, 15 années. Et ces 90 jours, c'est très bien parce que c'est assez court pour pas perdre trop de temps en cas de mauvaise gestion de vos objectifs. Et c'est assez long pour vous amener à des résultats. Par exemple, prenons la douche froide. Si vous dites, OK, merci Fred, je vais tester la douche froide demain matin, vous allez le faire demain matin, vous allez dire, putain, mais qu'est-ce qu'il est con de nous avoir dit ça, c'est insupportable. Le surlendemain, vous n'allez pas le refaire. Si vous avez un peu plus de volonté, vous allez vous dire, OK, je vais tester cette semaine, pendant une semaine. Mais une semaine, c'est trop court pour voir les effets de ce que ça va vous apporter sur votre corps, sur votre esprit, sur votre mental. Même un mois, c'est un peu court. 90 jours, 3 mois, c'est parfait. C'est parfait parce que il y a beaucoup plus de chances que vous compreniez ce que ça vous apporte. Vous allez vraiment avoir du recul sur le truc. Vous allez vraiment pouvoir vous dire, OK, ça m'apporte vraiment quelque chose. Ou au contraire, ça m'apporte rien, ben j'arrête. Mais au moins, vous aurez fait les choses correctement. Donc peu importe ce que vous voulez intégrer dans votre vie, que ce soit du sport, de la douche froide, une alimentation saine, arrêter de fumer, monter tel ou tel projet, aller faire des reportages, etc. Faites-le pendant 90 jours et notez à chaque fois, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, tenez un journal, et ce journal que je vous ai montré là tout à l'heure, là, ce petit carnet qui se fait office de journal, vous consignez tout dedans, et ensuite, chaque semaine et chaque mois, vous allez faire le point sur tout ça. Et vous verrez, on a fait des vidéos, vous aurez directement dans votre espace membre, euh, on a fait des vidéos ensemble, parce que ça, ce plan de 90 jours, on l'a fait avec une quinzaine de photographes. Je crois que c'était une dizaine, une douzaine ou une quinzaine, je sais plus. On a fait 2 sessions d'affilée. Et en fait, à chaque fois, on enregistrait les sessions. Et ça permettait pour les gens de partager leurs objectifs, partager leurs succès, leurs échecs. Ça permettait de relativiser, de s'encourager, de donner des idées aussi. Il y a des gens qui ont un peu détourné la méthode pour l'adapter pour eux. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc tout ça, vous l'aurez en vidéo. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien. Enfin, je vous mettrai le lien après, dans le chat. Ça, ça va rester et vous me dites ce que vous en pensez. Euh, enfin, toujours être dans une logique d'apprentissage en continu. Les techniques de productivité, de stoïcisme, etc., c'est assez vieux. Ok, il n'y a pas de révolution. Le système dopaminergique, une fois qu'on a compris comment ça marche, ça va pas être révolutionnaire demain, ça va pas changer. Euh, Cependant, c'est toujours intéressant de voir les nouvelles études qui sortent, de parler avec d'autres gens qui s'intéressent à ces thématiques-là, d'essayer de nouvelles choses, parce qu'on peut pas tout apprendre tout de suite. Même si là, vous dites, OK, t'es sympa, mais la productivité, je connais, j'ai déjà lu plein de bouquins, j'ai vu plein de vidéos, j'ai fait des formations et tout. Il y a forcément un truc que vous allez apprendre en plus, que vous saviez pas déjà. Et parfois, il suffit juste de un petit truc pour que tout change en quelque sorte. Moi, c'est pour ça que je continue à me former, même dans des thématiques que je pense maîtriser vraiment bien. Euh, Par exemple, dans le photojournalisme, je pense pas avoir beaucoup à apprendre sur le traitement des images, sur la prise de vue, sur le cadrage, sur de choses. Ça, c'est ce que dirait mon ego, parce que j'ai 12 ans de métier derrière moi et des publications, etc. Je pourrais me dire, OK, j'ai plus rien à apprendre, je sais le faire, j'ai vu que ça marchait. Sauf que je sais personnellement que si je me dis ça, bah, je suis un con. Je suis juste un con. Et je pourrais jamais progresser. Donc je vais parfois me former à des techniques de prise de vue que je connaissais pas, à des techniques de portrait, par exemple, des techniques de lumière naturelles ou pas. Voilà, je vais continuer à me former pour ça, pour apprendre, et parfois des choses que je maîtrise déjà, mais je vais l'apprendre à quelqu'un d'autre, qui a une autre façon de me l'expliquer, et qui me permettra de parfois même mieux l'expliquer aussi dans mes cours, ou pour que moi j'accepte, enfin je le concrétise encore plus et que je l'applique surtout encore plus, parce que il y a savoir faire les choses et il y a aussi faire les choses, et c'est complètement différent.
Et enfin, prendre des notes en continu de tout ce que vous faites, de tout ce que vous apprenez, de tout ce que vous ressentez en quelque sorte. Alors, l'idée, c'est pas de tenir un journal comme quand on a 14 ans, euh, mais d'être capable, au moins une fois par semaine, une fois par mois, de noter certaines choses. Le fait que, par exemple, vous vous sentez frustré de tel truc et vous vous demandez pourquoi, ou que vous vous sentez assez triste ou déçu de quelque chose et vous allez essayer de comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'apprennent les stoïciens. Dans le stoïcisme, un truc super important, c'est le fait de comprendre que toutes les émotions qu'on ressent ne sont que des émotions, ne sont pas des faits. Et que quand on se sent triste ou quand on se sent heureux, c'est juste une interprétation qu'on fait, et c'est toujours une interprétation volontaire. Ça peut faire tiquer pas mal de gens qui sont très sensibles, etc., qui vont dire, ouais, mais non, en fait, t'es sympa, mais moi, je suis hypersensible, donc je ressens plus la douleur, machin. Non, c'est toujours votre cerveau qui va interpréter, surinterpréter quelque chose, mais vous aurez toujours la possibilité de dire, non, là, c'est complètement irrationnel ce que je suis en train de ressentir, ce que je suis en train de penser. Donc, je vais changer d'état d'esprit, je vais dire, ok, je vais prendre du recul et dire ça, ok, cet événement malheureux, cet événement pénible qui me procure de la tristesse et qui me fait me sentir mal, je vais le regarder comme il est. C'est ok, c'est un nouvel obstacle et je vais voir qu'est-ce que je vais apprendre là-dedans, qu'est-ce que je vais voir comme leçon, qu'est-ce qui va me faire grandir dans cette histoire. Et je vais arrêter de, euh, de me sentir mal par rapport à ça. Ça peut sembler facile à dire, c'est plus difficile à faire, c'est sûr, mais avec de l'entraînement et avec cette volonté à chaque fois cette capacité de prendre des notes, de se remettre en question, de se relire, etc., bah ça, on arrive à le faire, concrètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre les gens qui accomplissent beaucoup de choses et d'autres qui avancent pas dans leur vie. Ceux qui avancent pas, en général, c'est qu'ils n'arrivent pas à dépasser cet état d'esprit-là. Cette capacité de séparer l'émotion du fait. L'émotion, ça reste qu'une interprétation d'un fait. Exactement, Chris, être factuel. C'est un peu la même chose dans le journalisme. Dans le journalisme, on peut très bien se laisser aller et parler des émotions, et c'est sûr que ça fera plus vendre, hein. On va toucher plus facilement le lecteur ou les éditeurs ou les spectateurs si on est dans le pathos, si on est toujours dans l'émotionnel et qu'on fait comprendre aux gens c'est triste, c'est gentil, c'est heureux, machin. Alors que si on donne les faits et qu'on pousse plus à la réflexion, au logos et pas au pathos, ben, ça sera moins efficace en termes d'audience, en termes de vues, mais par contre, ça sera beaucoup plus intéressant pour faire avancer les gens. Et donc, c'est pareil avec soi. Ok? Il y en a un qui dit dans le chat, je suis totalement d'accord avec cette vision, car au final, on se rend compte que beaucoup de nos choix sont dictés par émotion. En fait, quasiment tous nos choix sont dictés par émotion. Et parce que notre cerveau humain est fait comme ça, on aime les histoires, on aime le storytelling, on aime qu'on nous raconte les choses avec émotion. C'est pour ça qu'on va au cinéma, c'est pour ça qu'on va au théâtre, c'est pour ça qu'on écoute de la musique, c'est pour ça qu'on communique avec les autres en utilisant nos émotions. Exactement, comme tu dis Céline, c'est ce qui nous différencie des machines, bien sûr. Euh, mais c'est juste qu'il faut être capable, surtout quand on a un objectif en tête et qu'on a un projet, une mission, il faut être capable de se séparer, de comprendre que il faut aller au-delà. C'est comme quand vous élevez un enfant, quand on élève un enfant et que le gamin il passe son temps à pleurer ou à essayer justement d'attirer votre attention, bah oui, mais tous les parents, ils comprennent qu'à un moment donné, il faut être capable de se séparer de ça et d'être certes cynique, mais de faire comprendre que non, là, ça sert à rien de pleurer. Non, là, tu veux juste de l'attention, donc on va arrêter. Voilà. C'est les bases de l'éducation. Je pense que tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie en tant qu'enfant. Euh, donc c'est ça qui fait la différence sur le long terme. Donc, petit bouquin que je vous ai montré. Euh, Je vous mets le lien de la masterclass dans le chat pour ceux qui sont en ligne, qui voudront voir. Ceux qui regardent en replay, je vous le mets dans la description. Vous avez le programme complet. L'intérêt de cette masterclass, c'est que, en gros, je crois qu'il y a une douzaine d'heures. Je vais vérifier. C'est écrit sur le truc, mais
15 heures. Il y a 15 heures de vidéo. 15 heures de vidéo, un peu comme celle-ci, mais différente parce qu'on est à plusieurs. C'est des groupes. Donc, il y a du coaching de groupe à l'intérieur. Il y a des cours, vous êtes plusieurs à écouter. Il y a des très bonnes questions qui sont posées. C'est très pertinent. Donc, ces ateliers en ligne, c'est accessible quand vous voulez, où vous voulez, depuis votre tablette, smartphone, etc. Il n'y a pas d'emploi du temps, c'est à votre rythme. C'est en fonction de vos contraintes de planning. Et le but du jeu, attention, ne me dites pas, j'ai pas le temps de regarder, parce que le but du jeu, c'est de gagner du temps. Les 15 heures que vous allez regarder là, vous allez regarder quand vous voulez, et je peux vous garantir, ça va vous faire gagner beaucoup plus que 15 heures par semaine. C'est un truc, ça marche vraiment. Il y a des exercices à faire dans le fameux petit bouquin que je vous envoie par la poste, et que vous aurez en version numérique si vous le souhaitez. Donc les supports papier, il y a un suivi personnalisé par mail et une évaluation en fin de cursus qu'on pourra faire en visio, vous et moi, soit par un call, soit par visio, comme vous voulez. Après, ça va prendre à peu près une demi-heure. Comme ça, je pourrais répondre à toutes vos questions. Et il y a un accès à vie au contenu. Vous avez accès, même si vous achetez maintenant, vous voulez le regarder que dans 3 mois, vous pouvez regarder dans 3 mois. Dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand vous voulez. Vous avez le programme, vous avez les objectifs de la formation, donc développer des compétences en définition un terme d'objectifs, améliorer la motivation et la gestion de votre énergie, optimiser l'organisation quotidienne et la gestion du temps. Je vous montrerai plein d'outils de productivité à appliquer et appliquer des principes de stoïcisme. Et enfin, maîtriser l'art de la délégation et de l'automatisation pour apporter de la valeur à vos tâches. Il n'y a pas de prérequis. Vous avez ici une liste d'ateliers que vous pourrez retrouver dedans. Donc, comment on trouve la motivation, comment on définit ses objectifs, comment on fait son bilan, comment on organise ses journées, comment on gère son énergie, les outils de productivité, etc., etc. Et maintenant, je vais passer à vos questions. Est-ce que vous avez des questions concernant la productivité? Jordan nous dit que c'est bien présenté. Ben merci, sympa. On remonte ça, donc là, le truc est en grand. Voilà, c'est un petit carnet dans lequel vous avez les résumés de cours. Il y a aussi une liste de lecture avec des bouquins que je vous conseille pour faire des recherches de votre côté. Et ça, vous l'avez vous avez la collection complète avec les 4 pour les 4 masterclass sur l'entrepreneuriat, la productivité et sur plein de choses. Jérémy, merci Fred, pas de questions particulières, je dois filer. Bonne soirée. Ben, bonne soirée à toi, Jérémy. Louise, qui me dit que c'est très clair et quelques exemples concrets à mettre en place. Ben, avec plaisir, Louise. J'espère que vous aurez retenu des trucs de cette petite conférence. Moi, le truc sur la dopamine, ça m'a pété le cerveau, dans le bon sens. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur mon fonctionnement et sur notre fonctionnement à tous, en fait. Pareil sur le stoïcisme, c'est vachement intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Euh, Appliquez. Rejoignez la masterclass complète si ça vous intéresse. Formez-vous, c'est important. Là, franchement, c'est un truc qui vous apprend à gagner du temps. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas le temps de vous former, ben, c'est justement le moment de vous former. Parce que si vous considérez que vous n'avez pas le temps, c'est qu'il faut apprendre à gagner du temps. Donc là, c'est le but. Et en plus, ça peut être pris en charge si vous avez vos OPCO dessus. Enfin, si vous avez cotisé auprès des OPCO. Et globalement, même sans financement, franchement, le tarif, il vaut clairement le coup. Pour tous les gens qui l'ont suivi, j'ai eu que des bons retours. Côté dopamine, je suis convaincu, mais je préfère le sport à la douche froide. Il faut faire les deux, Céline. La douche froide après le sport, c'est une tuerie. D'ailleurs, petite astuce pour bien gérer la douche froide au début quand c'est compliqué, et surtout quand c'est l'hiver, il fait un peu froid. Moi, ça fait 3-4 ans que je fais ça, donc j'ai fait été comme hiver. Euh, Ce qui marche bien, c'est de faire une série de pompes juste avant. Et si vous êtes régulier en plus, le simple fait de faire une série de pompes, au début, commencez par 5, 10, 15, 20 pompes. Et après, petit à petit, vous faites ça tous les jours. Au bout d'un mois ou deux, vous êtes capable de faire 30, 40 pompes sans vous dégommer tous les muscles. Et quand vous avez un coup de chaud, derrière la douche froide passe vachement bien. Petite astuce. Bah, Laurent qui nous dit qu'il va tester la douche froide demain matin. Parfait, Laurent. Teste-le pendant 90 jours.
Tu vas voir, ça change la vie. C'est trop bien. En plus, tu fais des économies sur la facture d'électricité. Et le jour où tu as un problème comment ça s'appelle, de chauffe-eau, bah t'es pas dans la merde. C'est ça qui est bien. Moi, mon chauffe-eau, il peut claquer, je m'en rendrai compte que le week-end. Nickel. Et ben merci à toi Jean-Yves, merci Laurent, merci Céline, merci Chris, merci à tous d'avoir été présents. Euh, on continue tout ça par mail pour ceux qui souhaitent me contacter ou dans la formation pour ceux qui souhaitent la rejoindre. Encore une fois, c'est accessible à vie, donc voilà, prenez la bonne, comment dire, prenez la bonne, euh, c'est pas de décision, mais la bonne résolution d'avancer dans vos objectifs. Formez-vous et allez-y à votre rythme. Il y a le temps justement de le faire correctement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine masterclass.